Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bonjour. Salut Mariama et Eve aussi qui sont connectés. Bienvenue à tous pour ce webinaire un petit peu spécial puisque vous allez voir, on va parler de notre première opération hors de France et notamment en Espagne, à Alicante. Donc, on est ravis de pouvoir vous présenter cette opération et surtout, je vais vous expliquer pourquoi on s'exporte, on s'ouvre à l'international et surtout comment on le fait avec Bertrand. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de se connecter. On va commencer dans 30 secondes, mais juste pour ceux qui découvrent l'outil, parce que il y en a certains que je ne connais pas. Vous avez en bas à droite un petit onglet de chat sur lequel vous pouvez interagir comme Maxime exactement, pour nous dire bonjour, poser des questions, ou nous faire part de vos remarques. N'hésitez pas, le but c'est que le webinaire soit aussi assez interactif et qu'on puisse répondre à vos questions, soit en cours de route, si ça concerne ce qu'on est en train de présenter, soit évidemment c'est laisser un temps de questions-réponses à la fin pour qu'on puisse répondre à l'intégralité de vos questions. Généralement, on essaie de se donner 20, 25, 30 minutes maximum de présentation et ensuite un quart d'heure de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir, je vois que ça marche plutôt bien. Je me présente rapidement du coup Bertrand, qui est l'opérateur de ce projet, Bertrand Picot, le président du groupe 333, qui a une large expérience en Espagne et en France, mais je le laisserai se présenter juste après. Donc, et Alexandre et Mariama, que vous connaissez tous normalement, qui est donc la directrice commerciale de Baltis et qui s'occupe de toute la partie souscription. L'ordre du jour aujourd'hui, alors je vous représente en un slide ou deux Baltis pour ceux qui connaissent un peu moins, et ensuite je passerai la main à Bertrand qui vous présentera le marché espagnol et le marché à Alicante surtout, son track record, l'opération bien sûr à Alicante. Et ensuite, Eve et Mariama vous présenteront les garanties de ce projet et les conditions de souscription. Sur Baltis, rapidement, donc plateforme d'investissement qui va bientôt fêter ses 10 ans, un peu plus de 17 000 investisseurs maintenant engagés sur la plateforme, avec un ticket d'entrée à 100 € sur nos opérations, un peu plus de 200 projets financés, ce qui représente un peu plus de 100 millions d'euros. 15 personnes, principalement à Paris et à Lyon, et 4 produits d'investissement qui sont entre l'immobilier, les startups et l'investissement alternatif. L'immobilier qui est un peu la locomotive de nos opérations, qui est du financement obligataire pour des opérations immobilières de portage foncier, de marchand de biens ou de promotion. L'immobilier fractionné qui permet à des particuliers de se regrouper pour acheter un actif et ensuite se partager les loyers. La partie startup qu'on a lancée en 2022 pour rentrer au capital de startup, notamment dans l'eau, la santé, la mobilité, l'aérien, le spatial et l'immobilier. Donc là, on rentre au capital de startup. On en a une en ce moment qui est ascendance sur la propulsion électrique d'avion et le côté alternatif pour pouvoir diversifier vers d'autres classes d'actifs, notamment l'hôtellerie, les chevaux de course, les énergies renouvelables, l'art et d'autres thématiques qui arriveront. Donc, tout ça se retrouve sur une plateforme tech qui est baltis.com sur laquelle vous pouvez diversifier sur tous ces produits. Aujourd'hui, c'est un cap un peu historique, un jalon un peu stratégique de notre côté, puisqu'on va financer donc une première opération hors de France. C'était un petit peu prévu depuis ces derniers mois où on essayait de commencer à s'intéresser à 3 marchés qui sont l'Italie, l'Espagne et le Portugal. C'est vrai, quand on finance hors de France, on a un peu tous les équilibres qui changent. On a un droit juridique, immobilier, urbanistique qui est très local et qui est très différent. Donc, on cherchait à s'adosser à un expert français qui connaissait un pays, un de ces 3 pays-là. Et donc, c'est Eve qui a rencontré Bertrand il y a quand même quelques mois maintenant. Et donc, on est ravis de pouvoir s'appuyer sur un expert français. Donc, nous, on échange évidemment en français, mais surtout qui connaît bien la fiscalité, le droit et l'immobilier local. Donc, vous allez le voir, je rentre un peu dans le côté technique, mais on vient financer une société française qui est basée en France, donc à travers le droit français, qui, elle, a un projet, du coup, qui est sur le territoire espagnol. Donc, on est ravis de cette première opération, qui, j'espère, en appellera d'autres. Évidemment avec Bertrand, mais surtout avec d'autres partenaires sur les 3 pays qu'on a ciblés, donc l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Vous allez voir qu'ils sont des marchés très porteurs. Et du coup, on présente ce webinaire de manière un peu différente de d'habitude. On va surtout, c'est Bertrand qui va vous présenter le marché, pourquoi c'est le bon moment de s'intéresser à l'Espagne, quels sont les chiffres, même les comparables par rapport à d'autres pays, dont la France, quels sont les atouts de ce pays-là. Et donc Bertrand, je te passe la main, peut-être si tu veux un peu te présenter rapidement avant qu'on rentre dans le détail un peu plus tard, et ensuite sur la partie marché espagnol. Bien sûr, bonjour à tous, je suis Bertrand, je suis le gérant de Groupe 333.
opérateur immobilier basé à Bordeaux et qui, depuis une vingtaine d'années, organise des opérations immobilières tant dans le neuf que dans la rénovation sur Bordeaux et l'ancienne communauté urbaine ou Bordeaux Métropole, et puis sur la zone du bassin d'Arcachon. Devant l'atonie du marché qu'on constate tous depuis 2 ans, au moins dans notre zone, on a décidé de partir en Espagne. Alors pourquoi l'Espagne? D'abord parce qu'on a un lien fort avec l'Espagne. J'ai une partie de ma famille qui est de là-bas et j'ai habité et travaillé là-bas. Deuxième chose, l'Espagne représente aujourd'hui un relais de croissance très prometteur de par la crise et la sortie de crise qu'ils ont amorcée en 2013 sur l'immobilier. Donc on a un contexte juridico-fiscal et un contexte politique stable. On a un marché qui est en forte demande immobilière. Cette demande est solvable, ce qui était un des critères très importants, c'est-à-dire que en termes généraux, quasiment une transaction sur deux se fait au comptant en Espagne. C'est un taux très important, l'Espagne étant un des pays qui s'est le plus resolvabilisé depuis la sortie de crise des subprimes en 2013. Dernier point qu'il a fallu établir après la demande et la solvabilité du marché local, c'était le momentum du marché. Est-ce qu'on rentre à un bon moment? Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, en 2008, l'Espagne produisait 450 000 logements neufs par an. Aujourd'hui, ils en produisent que 60 000. C'est-à-dire qu'on a eu une baisse considérable du marché avec une faillite généralisée de l'environnement global, c'est-à-dire les constructeurs, les promoteurs, les architectes pendant des années. Tout est en train de se reconstruire et de se remettre en place. Et donc, on a, de par une croissance exponentielle de la demande en Espagne, non pas par une hausse de la natalité, mais par une démographie positive et en croissance, on a un déficit colossal de logements avec en face une offre qui est relativement limitée, qui pousse les prix tant à l'achat qu'à la location en hausse. Donc, on s'est allié avec des partenaires locaux sur Alicante. Alors, pour parler d'Alicante, peut-être que je change le slide. Pour parler d'Alicante, Alicante, c'est le deuxième marché en volume en Espagne, devant Barcelone et juste après Madrid. Pour donner un ordre d'idée, la province d'Alicante, c'est 54 000 transactions sur l'année en 2024. On a un marché, là, la slide que vous voyez, ça montre effectivement qu'il y a un déficit entre 120 et 130 000 logements par an à couvrir. Au niveau du momentum, le concept de prix, parce qu'on entend en ce moment pas mal parler que les prix ont très fortement augmenté. Pour vous donner un ordre d'idée, le prix moyen du mètre carré en Espagne est actuellement encore en dessous du prix moyen constaté avant crise des subprimes. Donc, c'est important de considérer ça au niveau macro. Au niveau micro, il faut pondérer ça en fonction des régions. Typiquement, dans les Baléares, on est au-dessus du prix mètre carré avant crise. Aujourd'hui, on est sur des ratios sur la zone d'Alicante où on est encore en dessous du prix moyen constaté en 2007, 2008, 2009. Donc, on a un marché qui est prêt à être exploité, notamment sur des relativement petites opérations. C'est ce qu'on a fait. Et par l'intermédiaire d'un des partenaires de l'opération qui se trouve être Deloitte, basé à Alicante, le siège de Deloitte Real Estate est à Alicante. On a eu accès à un fabuleux projet dont la première phase est l'objet de ce webinaire qui concerne la construction de 16 maisons. Alors, Alexandre, tu veux que je revienne, moi, sur mon expérience à Bordeaux?
Ouais, Enfin, peut-être effectivement dans l'ordre chronologique, de refaire un petit mot sur le groupe 333. je me suis emballé directement sur l'Espagne. Non, groupe 333, ça fait 18 ans qu'on exerce sur la zone. Beaucoup d'opérations de marchand de biens, pas mal d'opérations de promotion allant de 5 unités jusqu'à 136 logements en copromotion et AMO avec Crédit Agricole Immobilier sur Bordeaux Métropole. On a fait 376 lots livrés, 41 opérations, dont un petit peu plus où on était en AMO, ce qui représente une soixantaine de millions de chiffre d'affaires sur la période. On se concentre sur un segment de marché où on est plutôt bon, c'est-à-dire les produits assez qualitatifs qui sont relativement bien pensés dès la conception, non pas sur du très très haut de gamme, pas du bas de gamme, mais sur une zone qui est la plus affluente, qui est la zone semi-haut de gamme, on va dire, avec des jolies prestations pour une valorisation du patrimoine ou une valorisation des programmes construits. Voilà, alors vous avez quelques exemples sur des grosses restructurations. On essaie de redonner, quand il s'agit de rénovation, on essaie de redonner le charme de l'ancien, toute sa splendeur. Et puis sur les promotions, essayer d'apporter effectivement une qualité de la vie dans le bâtiment. On essaie de se concentrer sur alors vous avez vu une image où il y avait 136 logements, mais on essaie de se concentrer sur des opérations à taille humaine où effectivement on essaie d'amener les gens à revivre ensemble. Donc ce projet a été monté suivant une structure juridique que vous voyez affichée. On a une société française qui émet les obligations, qui est la SAS et Données Invest. Et elle abonde dans la société qui porte le projet, qui est la SPV Almahada Village, elle-même filiale d'une société qui s'appelle Edone Living, qui est la filiale elle-même de Groupe 333. Au sein du capital d'Edone Living, donc qui est la holding espagnole de Groupe 333, on a Raphaël Albero qui est dans l'assistance et qui m'accompagne depuis 10 ans sur des opérations à Bordeaux, qui est espagnol, qui est architecte de formation et qui a quitté sa casquette d'architecte et qui nous rejoint du côté maîtrise d'ouvrage et qui est associé à Edone Living, dont la filiale porte le projet Almahada Village. Donc ce projet, comme je disais, c'est un projet qui se situe à proximité d'Alicante. Alicante, c'est à 2 heures de Valence et 1h30 donc Valence qui est au nord et à 1h30 de Murcie qui est au sud. On est typiquement sur une zone côtière. En fait, on est entre la côte et une chaîne de montagnes, comme souvent d'ailleurs en Espagne. Le projet est dans une petite ville qui s'appelle Mochamiel, qui est à une dizaine de minutes, quinzaine de minutes en voiture du centre d'Alicante, dans lequel vous avez effectivement une gare qui, par le TGV espagnol, l'AVE, qui vous amène à Madrid en 2 heures. Et puis, on est à une vingtaine de minutes de l'aéroport d'Alicante, qui est un des plus gros aéroports d'Espagne, qui dessert absolument toute l'Europe, avec des connexions assez ahurissantes. Le projet en lui-même, donc on l'a amorcé en signant contrat de réservation sur un terrain, une parcelle matrice de 13 500 m². La première phase concerne une parcelle de 5 350 m², sur lequel on a une garantie, l'équivalent d'un certificat d'urbanisme, une garantie de construction de 16 villas pour un volume défini et une surface définie.
Donc, on a signé les promesses en juin et entre la fin octobre et début novembre, dans quelques jours, quelques semaines, on doit réitérer l'acte objet de la levée de fonds. On a déposé le permis de construire en juillet 2025, portant sur effectivement la construction de ces 16 maisons. Alors, un petit point sur l'urbanisme en Espagne, pour bien faire comprendre que l'urbanisme en Espagne est totalement différent de la France. Il s'agit du droit de l'urbanisme, c'est-à-dire que l'usager a le droit de déposer un permis et à partir du moment où son permis est déposé et qu'il est conforme aux règles locales, c'est-à-dire l'équivalent du PLU qui est le PGU, son permis sera obtenu à partir du moment où il est conforme. Donc, le point clé de l'organisation d'un projet immobilier en Espagne, c'est pas tant l'obtention, c'est le dépôt. Ça, c'est vraiment un élément clé. Et on définit la constructibilité d'un terrain en Espagne suivant. Il y a 3 terrains urbanisables qui seraient l'équivalent en France de nos ZAC, zones d'aménagement concerté, qui sont des zones qui prennent entre 10 et 15 ans à être développées et devenir constructibles. Et ensuite, effectivement, le sol urbain, ce qui est le cas de ce projet qui est sur un sol urbain, donc qui est directement constructible une fois déposé et obtenu le permis. Donc, le permis a été déposé en juillet. Il a été déposé suivant une modalité qui est assez récente en Espagne, qui s'appelle les cuves. Les cuves, c'est un organisme qui est conventionné par les mairies et qui préinstruit le dossier afin d'accélérer les instructions de permis de construire en Espagne. Donc, une fois que votre permis est validé par les cuves, il est validé par la mairie de manière plus rapide, ce qui permet d'enfermer le délai d'instruction globale d'un permis de construire en Espagne sur une temporalité plutôt acceptable. C'est pas comme en France où vous avez des délais qui sont parfaitement déterminés. Là, suivant les villes en Espagne, ça peut aller très vite ou ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, toujours est-il que, ça permet d'assurer la conformité avant le dépôt de permis, et 2, ça permet d'accélérer son instruction, ce qui veut dire qu'on anticipe l'obtention du permis entre décembre 2025 et janvier 2026, avec un démarrage des travaux qui est prévu aux alentours de février, fin février, début mars 2026. On a entre 16 et 18 mois de construction et on livrera le projet aux acquéreurs entre septembre et octobre 2027, date à laquelle on amorcera le remboursement du projet auprès de vous, investisseurs. Bertrand, tu peux peut-être profiter de ce moment-là pour parler de l'accompagnement de Deloitte, justement, qui a Bien sûr. notamment été actif sur la partie urbanisme. Tout à fait. Alors, on a, lors de nos études de marché localement, on a beaucoup discuté avec tous les acteurs, que ce soit les cabinets d'expertise comptable, les avocats et Deloitte. Deloitte Real Estate ayant une expertise particulièrement poussée sur l'immobilier espagnol et a fortiori l'immobilier à Alicante. En gros, ils gèrent l'ensemble des portefeuilles détenus par les banques et les fonds de pension en Espagne. On a signé un contrat d'accompagnement avec Deloitte qui couvre plusieurs missions. Une première mission qui était une mission de due diligence urbanistique, c'est-à-dire qui nous a permis de garantir que la constructibilité annoncée par le vendeur du terrain était réellement ce qu'on pouvait construire. Donc, on a établi la véracité, on a obtenu une garantie par rapport à ça. Ils ont aussi étudié le marché, c'est-à-dire déterminer si le produit, tant sur sa typologie que ses prix, étaient conformes aux attentes du marché, et notamment au niveau prix. Donc, ils ont fait un audit du marché et ont produit un rapport assez complet qui détermine qu'effectivement, tous les voyants sont au vert
tant du point de vue de la due diligence que de l'étude de marché et la validation du business model et du business plan qui a été révisé par leurs soins. Ensuite, pendant toute la durée du projet, Deloitte aura un rôle de monitoring, c'est-à-dire qu'ils vont suivre et produire un rapport mensuel sur comment le projet évolue en fonction du business plan, en termes temporels et en termes quantitatifs, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une déviation du business model par rapport au business plan et est-ce qu'on prend du retard ou de l'avance sur l'avancement du projet. Donc, on a une mission complète de Deloitte qui nous accompagne avec des inputs très pertinents, bien évidemment, sur l'accompagnement global, enfin sur le déroulé global du projet. Je vais peut-être. Je reviens juste que j'avais avancé d'un slide pour parler de Deloitte, mais je reviens. Ah, pardon. Je reprends juste voilà. Je ne trouvais pas. Donc là, vous avez une image typiquement en haut à droite de l'implantation pour montrer un petit peu l'échelle du projet. On a 16 villas. Sur ces 16 villas, il y en a 4 qui sont des villas indépendantes et 12 qui sont des villas mitoyennes, sachant que la villa mitoyenne en Espagne est très répandue et on est dans une zone Mutxiamiel qui est une zone résidentielle où une majorité des opérations immobilières se font sur la base de maisons mitoyennes. Donc c'est assez courant et c'est assez typique du marché local. Que ce soit les villas indépendantes ou mitoyennes, ce sont des villas qui sont basées sur le même modèle constructif pour faciliter effectivement et réduire le coût de construction. On est sur des maisons T5, donc 4 chambres, une chambre au rez-de-chaussée. On offre une possibilité d'option avec un sous-sol qui fait 70 mètres carrés. Ce sous-sol peut être aménagé ou pas. Ça, c'est à la demande du client. Et on est sur des parcelles qui font entre 250 et 450 mètres carrés pour les plus grandes. Chaque maison a une piscine et 2 places de parking. On est sur, bien évidemment, des prestations plutôt haut de gamme, avec clim réversible, avec le CS, l'eau chaude sanitaire solaire, qui fait partie de la réglementation espagnole. Quoi vous dire de plus? Un petit jardin paysager, on est sur des jolies prestations. On a souhaité, avec les architectes locaux, qui est le cabinet Innovarc, essayer d'apporter un élément différenciant par rapport à l'architecture locale. On voit beaucoup de promotions actuellement de lotissements où les maisons sont des cubes blancs, un peu tous pareils et avec voilà, la même architecture. Là, on essaie d'apporter quelques touches un petit peu d'art déco, un petit peu d'arrondi et des prestations un petit peu différentes. Donc, on est allé sur voilà, un design qui est produit par Innovarc, qui est un cabinet d'architecture assez intéressant et qui produit de très jolis projets. Ils sont bien évidemment locaux, hein, ils sont à Altea et on a une réponse plutôt précise quant à nos demandes. Et ce qu'ils ont produit nous correspond parfaitement aux demandes du marché. Est-ce que… Ah, pardon. Attends, voilà. On a bien évidemment lancé, après avoir testé le marché, pour confirmer au-delà des vérifications effectuées par Deloitte, on a pré-testé le marché pour savoir quel était le type de réponse avec nos partenaires commercialisateurs qui est CJP, qui sont spécialistes de la vente de biens sur plan. On a testé le marché et effectivement, on a lancé la pré-commercialisation fin mai.
Aujourd'hui, on est à 5 villas qui sont pré-commercialisées et réservées. Et on est en négociation sur 2. Il y aura peut-être une troisième. On va voir. Mais le marché répond bien. Comme vous pouvez le voir, étonnamment, ce sont les villas les plus chères qui se vendent en premier, avec toute option. Sur les 5 qui sont signés et les 2 qui sont en négociation actuellement, sauf une, tout le monde demande les options de sous-sol. C'est assez intéressant. Donc, on a forcément, on part d'un prix de départ de 462 000 pour la moins chère. Tous les prix en Espagne s'entendent hors taxe. Et vous avez donc les options, le sous-sol à 70 000 et la piscine à 20 000. Ce qui veut dire que sur une base de 462 000, on est à 552 000 hors taxe pour la maison la moins chère. Et pour les maisons les plus chères, on est à 560 000 de base, plus 90 000 euros d'options. Donc, on frôle les 700 000 euros pour les plus grandes villas. Donc, on est sur des produits qui sont plutôt haut de gamme, plutôt chers, mais on est sur des parcelles qui sont plus grandes que la moyenne en règle générale pour les parcelles de 450 mètres carrés. Et on a un produit qui est plutôt différenciant par rapport à ce qui est construit tout autour. Bertrand, concernant la typologie, on va dire, des acquéreurs, est-ce que c'est plutôt de la résidence principale, secondaire? Est-ce que c'est de l'investissement? Alors, on est principalement, disons que c'est toujours difficile parce que les acquéreurs peuvent venir de partout et quels que soient les formats. Mais ce qu'on observe aujourd'hui sur les négociations menées et les contrats signés, c'est que ce sont tous des résidences principales, ce sont tous des résidents fiscaux locaux. Alors, certains ont des origines étrangères, mais ils habitent sur place, sauf un couple qui est basé à Madrid et qui achète ça pour venir y passer les ponts ou les vacances, de par la proximité et la praticité d'être à 2 heures de Madrid par le TGV. Donc, on est principalement sur une population locale, mais il y a peut-être quelques acquéreurs étrangers qui vont arriver. Et concernant c'est pour faire le lien avec la question de Patrick sur le financement de ces acquéreurs, est-ce qu'ils ont des conditions de financement et comment ça se passe entre leur banque et la banque du projet? Alors, toutes les réservations sont sous conditions suspensives, effectivement, de financement. Actuellement, et c'est un point très intéressant, actuellement, les banques espagnoles financent. C'est pas du tout la problématique qu'il y a en France actuellement, où les banques ferment un petit peu, où ont fermé les robinets. Là, en Espagne, ça finance. Les conditions sont assez simples. Hein. C'est les acquéreurs payent 20%. Qui correspond à l'apport qu'ils mettent lors de la signature du contrat de vente. Et la banque finance les 80% restants. Je regarde la question pour le... Ouais, Bagdad, j'y répondrai juste après, parce qu'on n'a pas encore parlé du taux, mais j'y répondrai à ce moment-là. Oui, donc conditions suspensives, bien évidemment, sur l'ensemble des acquéreurs. Et ensuite, nous, on vient solliciter un financement bancaire auprès notamment de la Caixa, qui accompagne la construction. Et là, je vais peut-être faire un petit aparté sur le fonctionnement de la VFA en Espagne et des paiements intermédiaires. En France, je pense que vous le savez tous, quand vous achetez en VFA, vous payez au fur et à mesure de l'avancement de la construction. En Espagne, la VFA fonctionne différemment. L'acquéreur paye 20% et paye les 80% à la remise des clés. Ces 80% sont financés par la banque de l'acquéreur, qui peut être, dans le cas présent, la Caixa. Et dans ce cas-là, effectivement, l'acquéreur vient se subroger aux droits du promoteur sur le financement obtenu par le promoteur, c'est-à-dire nous-mêmes.
Donc, on est sur un besoin de financement de la construction qui est porté par un financement promoteur organisé dans ce cas-là par la CaixaBank, mais qui est organisé par toutes les banques, enfin quasiment toutes les banques commerciales en Espagne. Est-ce que j'ai répondu? Vous voulez que je réponde sur la fiscalité? Non, mais ça, on va y répondre aussi après sur la partie souscription, c'est prévu. J'aimerais juste sur les slides de Deloitte, effectivement, on en a parlé. Sur les garanties, on peut en parler à ce moment-là, avant de rentrer dans les conditions de souscription. Eve, je te laisse la main. Normalement, c'est bon. Juste pour information, parce que du coup, Eve nous a rejoint sur le webinaire aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, chez Baltis, l'audit des opérations est fait par une équipe en interne, dont Eve fait partie. Donc, comme le précisait Alexandre en introduction, donc c'est Eve qui a monté cette opération en Espagne et donc a collaboré avec Bertrand pour la structurer. Et donc, Eve, je te laisse la parole pour détailler les garanties. Ok, bonjour à tous. Du coup, donc, sur ce projet, on dispose de 3 garanties. La première, c'est la fiducie sur titre. Comme vous avez pu le voir dans les schémas précédents, actuellement, donc la SAS Edoné Invest, qui est émettrice du coup des obligations, détient 20% du SPV espagnol. Ces 20% du coup vont être transférés aux fiduciaires. Et avec ce contrat de fiducie, donc du coup, le fiduciaire détiendra les 20% qui de base étaient à la SAS Edoné Invest. Et nous, en fait, il y a 3 choses. Donc la première, c'est que déjà contractuellement, l'opérateur, donc Bertrand, aura l'obligation, nous, de nous faire des reportings, que ce soit opérationnel ou commercial. En plus, du coup, de nous donner l'accès au reporting de l'OAT. Ensuite, on a en fait une totale visibilité sur le compte centralisateur, le compte bancaire centralisateur de l'opération, c'est-à-dire qu'on pourra voir absolument tous les mouvements du compte, donc aussi bien les encaissements donc via la signature des actes et donc des ventes et tous les décaissements. Donc, toutes les factures qui seront payées, que ce soit les zonos par rapport aux travaux. Donc, on pourra donc voir tout ça et avoir en fait donc une visu totale. Et ensuite, concernant donc le remboursement, avec donc la fiducie et le fiduciaire, nous allons mettre en place un nantissement de créances, ce qui fait qu'une fois que la banque sera désintéressée, c'est la banque en fait qui nous enverra directement les fonds pour rembourser l'emprunt sans qu'il ne passe en fait par le SPV espagnol ou par la SAS. Ça viendra directement en fait de la banque espagnole pour être sûr en fait qu'on ait donc les fonds pour rembourser l'emprunt. Ensuite, du coup, donc on a une garantie à première demande de la holding, le groupe 333, que Bertrand a présenté tout à l'heure. Et ensuite, pour finir, une caution personnelle notariée, donc de Bertrand. Et juste pour compléter, l'objectif, nous, à chaque fois sur les financements, c'est qu'on ait plusieurs garanties, mais à des niveaux différents. Une garantie plutôt corporate avec la GAPD de la holding du groupe, au groupe 333. Une garantie sur l'opération en elle-même. Donc ça, c'est la fiducie, qui permet effectivement d'avoir évidemment un visuel sur ce qui se passe, mais surtout de flécher, une fois que la banque est remboursée, les flux directement vers les investisseurs. Donc ça passe de la banque aux investisseurs. Et ensuite, une caution personne physique pour compléter. Donc le corporate, le gérant et l'opération. Sur les conditions de souscription, Mariama, je te repasse. Alexandre, pardon, je me permets de te couper. Il y avait une question tout à l'heure par rapport aux inondations. Je pense que c'est important d'y répondre. Effectivement, ce sont des événements climatiques qui se répètent et malheureusement assez souvent dans la zone. Alors, je ne vais pas revenir sur l'historique de la construction en Espagne, mais c'est vrai que ces événements sont assez récents au vu du bâti déjà construit. Donc, l'Espagne et les régions et les provinces sont en train de travailler sur tous les systèmes d'évacuation des eaux. On l'a vu à Valence l'année dernière ou il y a 2 ans, là, Alicante, Ibiza et Valence, pareil.
le terrain d'assiette du projet est actuellement en dépression. C'est-à-dire qu'on est à un niveau qui est, on va dire, 1,40 m au niveau zéro de la chaussée. Notre problématique, nous, aujourd'hui, au niveau constructif et terrassement, c'est qu'il faut faire du remplissage plus que du terrassement et sortir des terres. Donc, on va être légèrement au-dessus, ce qui va nous protéger d'une certaine montée des eaux. En revanche, on sera affecté sur ce projet comme n'importe qui en cas d'événement exceptionnel. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est bon. Oui, vas-y. Ouais. Alors, donc en synthèse sur l'opération Alicante, donc comme a détaillé Bertrand, donc on est sur une opération de promotion immobilière. Le montant de la collecte, donc 2 150 000. La collecte débutera jeudi. Donc on a un taux, en tout cas une rentabilité annuelle prévisionnelle de 15% des obligations, durée cible 24 mois, ticket d'entrée 100 € comme habituellement. Produits obligations, intérêts sont distribués de manière in fine, donc au remboursement total de l'opération. Et le projet est éligible, donc vous pouvez investir en direct, soit depuis une personne morale ou par l'intermédiaire de votre PEA-PME. Et donc, Eve nous a résumé les garanties, fiducie sur titre, société GAPD et caution personnelle du dirigeant. Donc, oui. Juste un point sur, j'en profite pour répondre du coup à la question de Bagdad. Sur le taux, effectivement, c'est un taux qui est plus élevé que d'habitude, alors qui ne reflète pas forcément un risque plus élevé, hein, ce n'est pas le cas, mais c'est plus qu'on a estimé qu'il y avait aussi une prime à la nouveauté ou à la pédagogie de faire un premier dossier. En Espagne, donc ça nécessite un peu plus de questions, ça nécessite un peu plus d'accompagnement, d'où ce webinaire et d'où le fait que Mariama et les équipes ont beaucoup de questions des investisseurs sur la fiscalité, mais pourquoi, comment, etc. Donc ça fait partie d'une nouveauté et donc effectivement d'avoir un taux un peu supérieur à ce qu'on fait d'habitude. Et concernant la durée cible, Bertrand en a un peu parlé, mais l'idée c'est aussi de rembourser du coup au fil des ventes. Donc si le projet va un peu plus vite, évidemment, il pourrait y avoir des remboursements partiels au fil des ventes une fois que la banque est désintéressée. Et comme l'expliquait aussi Bertrand sur le mécanisme VEFA en Espagne, les intérêts ne peuvent être que in fine parce qu'il n'y a pas d'appel de fonds progressif auprès des acquéreurs pendant ces 24 mois, sauf de l'ordre de la remise des clés. Donc on part sur une distribution des intérêts qui est in fine et qui est en lien du coup avec la nature du projet. Donc, pour revenir sur les conditions de souscription et répondre aux questions notamment sur la fiscalité, donc comme on l'a précisé dans la présentation, aujourd'hui, c'est une société française qui va émettre les obligations. Et donc, la fiscalité afférente aux obligations reste le PFU comme on connaît habituellement. Donc, il n'y a pas de spécificité. On a eu plusieurs questions à ce sujet. La fiscalité reste identique. Donc, vous êtes soumis à la flat tax sur les intérêts qui seront versés à la suite et au remboursement de l'emprunt obligataire. Autre sujet sur l'investissement en PEA-PME, effectivement, le projet est éligible. Il y a une question de Jérôme, est-ce qu'il y a un montant minimum? La réponse est non. Néanmoins, on a une banque aujourd'hui qui est Boursobank qui impose un minimum d'investissement de 3 000 €. Ça veut dire que vous ne pouvez pas investir en deçà de 3 000 € et donc le traitement de votre dossier pourrait être refusé si une souscription est inférieure à ce montant-là. Il faut savoir qu'on a mis à disposition sur la page projet dans l'onglet documents, vous avez un guide du PEA-PME qui reprend toutes les étapes et notamment une checklist qui est très importante et j'insiste sur ce point-là, sur les documents qui sont envoyés aux banques. On a essayé de centraliser le plus d'informations qu'on détenait, notamment avec les banques avec lesquelles on a l'habitude de travailler, qui sont autres que Before Bank, Fortuneo, Boursorama, enfin Boursobank maintenant, et Bourse Direct. On a l'habitude de travailler avec ces banques-là et donc on connaît leur process. Donc tous les éléments que vous avez besoin d'envoyer aux banques sont à disposition depuis l'onglet documentation du projet et vous pouvez vous appuyer sur le guide qui reprend pas à pas les différentes étapes. Mais bien entendu, nos équipes sont disponibles, donc s'il y a besoin, on peut vous accompagner. Mais normalement, avec le guide, la checklist et les documents mis à disposition, il est plus facile d'investir par l'intermédiaire du PEA-PME.
Ok, merci. Il y a une question, Bertrand, concernant les assurances sur le Ouais, chantier. Alors, j'imagine que vous êtes équipé, mais peut-être faire un petit ouais, détail là-dessus. Je sais tout pas si à tu la vois. fait. Ce sont grosso modo les mêmes assurances qu'on a sur des projets français, à part la DO qui n'existe pas en tant que telle, mais on est sur des RC, TRC, on est sur aussi des assurances sur les fonds versés. C'est-à-dire qu'en Espagne, vous n'avez pas de GFA, mais les banques garantissent les versements faits par les acquéreurs, notamment les 20% qu'ils payent, pour assurer le bon déroulé du chantier. Donc, on est sur un système comparable assurantiel qui couvre les dommages dans le cadre de la TRC lors d'événements, de certains événements, notamment climatiques, et les accidents sur le chantier. Il n'y a pas de dommages ouvrages. Merci. Une question remarque de Patrick sur les garanties. Effectivement, la fiducie, on la considère un peu comme la reine des garanties, puisque le transfert de propriété a lieu dès la signature du contrat. C'est vrai qu'on avait émis l'idée de prendre une hypothèque, mais on ne voulait pas se retrouver avec une hypothèque sur un pays dont on maîtrise moins les sous-jacents aussi. Donc, on a préféré la fiducie entre la société française et la société espagnole. Et Bagdad, la fiducie, elle ne couvre pas 20% du projet. En fait, c'est juste que la société qu'on finance détient 20% de la société espagnole. Mais ce que présentait Eve, c'est que le nantissement des créances concerne 100% du projet. C'est-à-dire que dès que la banque sera remboursée, qu'on ait 20%, 5% ou 100%, ensuite, les ventes sont fléchées vers le fiduciaire et donc vers les investisseurs, quel que soit le montant de détention capitalistique. Une question de Bruno. Alors peut-être que Bertrand, tu la capteras mieux. Quelle est la fiabilité de l'entrepreneur? Est-ce que ce sont les entrepreneurs pour les travaux, peut-être? Oui, c'est ça. Je me pose la même question. Je ne sais pas si l'entrepreneur est groupe 333 ou les filiales de groupe 333 ou si c'est l'entreprise de construction en Espagne qui sera chargée de la réalisation des travaux. Donc, si vous pouviez préciser BTP. Alors, écoute, au même titre qu'en France, on fait un appel d'offres organisé par la maîtrise d'œuvre. Il faut savoir, en revanche, ce qui est différent de la France, c'est que on travaille qu'en entreprise générale. Très rarement, vous allez voir des opérations de construction qui sont faites encore d'état séparés. Là, on est sur des entreprises générales qui couvrent l'ensemble des corps d'état du projet. Le choix, que ce soit entre les architectes, Deloitte et nous les avocats, c'est effectivement de choisir un type de société qui en fait correspond à un volume d'affaires entre 10 et 30 millions par an pour être ni trop petit ni trop gros, qui permet effectivement d'avoir une meilleure efficacité sur le chantier et le calendrier du chantier. Donc, il y a une première entreprise qui est aujourd'hui consultée et on va se tourner vers deux autres pour avoir un appel d'offres couvrant 3 entreprises, sachant que les critères de sélection de ces entreprises vont surtout être, il y a bien évidemment le prix, mais surtout être la mise à disposition des équipes pour assurer une réalisation du chantier dans un temps le plus court possible. Merci Bertrand. Il y a d'autres questions qui arrivent. Question de Patrick sur effectivement le coût des matières premières. Alors, les matières premières et globalement le coût d'un mètre carré de construction, alors c'est plus tout à fait 1 pour 2 par rapport à la France, mais on est sur des prestations, enfin sur un coût de construction qui est 40% moins cher qu'en France. Alors, encore une fois, c'est en termes génériques. Ça dépend des prestations, ça dépend de la qualité du terrain, ça dépend de tout un tas de facteurs. Mais globalement, vous êtes sur des matériaux qui sont sensiblement moins chers et 2, vous êtes sur un coût de la main-d'œuvre qui est moins cher.
Les appels d'offres et surtout les réponses aux appels d'offres en Espagne sont organisées d'une manière assez intéressante. C'est que l'entreprise vous répond sur le coût net de construction supporté par l'entreprise générale, auquel ils rajoutent leur marge et les frais généraux. C'est-à-dire que vous avez une visibilité totale sur le coût réel pour l'entreprise qui travaille pour vous, de combien va lui coûter l'ouvrage et combien il va gagner. Ça, en fait, c'est assez intéressant parce que ça assure que finalement, ils ne tirent pas les prix trop vers le bas pour capter des marchés, mais qu'ils ont un objectif de rentabilité qui est respecté. Donc, c'est assez novateur, c'est très transparent. Alors, ça ne veut pas dire que tout est parfait, hein. Il y a les mêmes critères de sélection qu'en France. Pour info, le cabinet d'avocats qui représente la SPV a pour mission de vérifier et de négocier l'ensemble des conditions des contrats, notamment de construction, à la fin de l'appel d'offres, pour éviter effectivement certaines problématiques qu'on a pu connaître en France. Ça nous semblait particulièrement important. Merci. Une question de Daniel aussi sur le rendement. Donc, le rendement habituel, il est bien de 15% par an et il s'adapte à la durée réelle du projet. Donc, si c'est 18, 19, 20 ou 23 mois et 3 jours, il s'adapte à la durée réelle. Et s'il y a des remboursements partiels, il reste évidemment 15% sur le capital restant dû. Donc, il s'adapte à la durée du projet. Et sur la partie fiscalité, comme l'indiquait Mariama, on finance une SAS française. Et donc, vous avez la fiscalité classique de la flat tax si vous investissez en tant que personne physique, donc des 30%, personne morale et PEA-PME. Deuxième question de Daniel sur le prix des villas. Alors, je pense que la question, c'est si Bertrand n'arrive pas à les vendre, quelles actions pourraient être mises en place? Alors, le taux de commercialisation, généralement en Espagne, pas forcément appliqué à ce projet, est assez élevé. Comme je le disais, le marché est très porteur. Il y a une forte demande. La stratégie adoptée ici, c'est d'atteindre 65% de ventes avant la mise en construction, qui permettrait d'obtenir le financement promoteur. Ça, c'est vu avec la Caixa. Et ensuite, de conserver 3 ou 4 unités, puisque en règle générale en Espagne, le prix des biens immobiliers augmente dès que la construction a commencé. Donc l'idée ici, c'est de commercialiser 11-12 villas le plus rapidement possible entre le lancement, c'est-à-dire en juin et décembre, afin de lancer la construction et ensuite de mettre sur le marché les 4 dernières maisons restantes avec des prix révisés normalement à la hausse. À ce stade, pour répondre à la question, on n'envisage pas que ce ne soit pas vendu. Toutefois, la couverture, le loan to cost, se situe à 60%. C'est-à-dire qu'on a une réserve de non-vente et une réserve de flexibilité ou d'élasticité du prix de sortie qui est assez confortable à ce stade. On n'anticipe pas sur l'année 2025-2026 de baisse du taux de commercialisation de produits neufs à la vente sur la zone. Et surtout, il y a, comme tu disais, le mécanisme où plus on s'approche, plus les travaux avancent et on s'approche de la livraison, plus les acquéreurs sont prêts à payer aussi plus cher parce qu'ils ont moins à attendre, ils arrivent aussi mieux à se projeter. Donc généralement, quand c'est des villas comme ça, les prix ont effectivement plutôt tendance à monter à la fin parce que les gens sont prêts à payer un peu plus cher parce qu'ils arrivent à mieux se projeter. Alors c'est à la fin et au début, hein, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez mis un coup de pioche, mécaniquement, le prix augmente. Tout ça s'explique très simplement, c'est que vous avez sur le marché finalement pas beaucoup de promotions, mais il y en a. Et en fait, les gens veulent surtout la certitude d'avoir leur bien. À partir du moment où les travaux commencent, les gens ont la certitude d'avoir leur bien et sont à même de payer un peu plus
que pour un projet où les travaux n'ont pas commencé. Donc, la réserve, finalement, sur l'élasticité prix à la hausse, on va la juger dès qu'on aura commencé les travaux. Mais il y a certains signes qui permettent d'anticiper un petit peu ça. Hein. La semaine prochaine, il y a un panneau, un 3x8 qui vient sur le terrain, qui est un élément moteur sur la commercialisation, c'est-à-dire c'est la sécurité qu'un projet va commencer. L'obtention du permis de construire est un autre élément, et bien évidemment le démarrage des travaux est l'élément crucial pour déclencher cette hausse de prix. Plus le mini-site, qui a encore quelques modifications a priori, mais le mini-site dédié au programme qui va être mis en ligne. Tout à fait. On finalise la création du site dédié à ce projet, qui est un renforcement de la présence, la jeune présence des données living sur l'Espagne et sur Alicante, en vue de s'établir comme étant un opérateur local plutôt efficace et dédié à la réalisation de projets de cet ordre-là, dans cette magnitude-là. Une question aussi de Thierry sur la durée cible et les intérêts. Donc, systématiquement, dans nos contrats d'émission obligataire, donc il est possible de rembourser partiellement ou totalement par anticipation, parce qu'effectivement, ça arrive que les projets aillent plus vite et qu'on amortisse au fil des ventes quand il y a plusieurs lots. Donc, possibilité de rembourser de manière anticipée. Mais on sait aussi que parfois, les projets peuvent se décaler de quelques semaines ou quelques mois. Donc, dans le cas présent, il y a une autorisation contractuelle de reporter la date de remboursement de 6 mois avec un taux qui est bonifié de 1 point. Donc, les intérêts passeront à 16% sur la durée du report, entre 1 et 6 mois. Et au-delà de 6 mois, donc là, ça devient non contractuel. Donc là, on passera généralement par une assemblée générale avec tous les investisseurs pour décider des suites, si on reproroge, si on amortit partiellement, si on discute avec les investisseurs pour trouver une solution. Mais en tout cas, pendant la période de retard contractuel, il y a un taux de 1 point de plus. Alors, question d'Olivier sur la rentabilité saisonnière locative. Je ne sais pas si tu as des éléments. Alors, sachant qu'on est sur un projet dédié à des résidences principales, je n'ai pas réellement les chiffres sur de la location saisonnière. En revanche, sur la location long terme, équivalent Baux 89, meublé ou non meublé, on est sur en fonction des prestations qui sont données, on est sur des prix de location de 3 000 € par mois par maison. Donc, si on projette sur la maison la moins chère, on est sur des taux de rentabilité avoisinant les 6% sur la base de location longue durée. Courte durée, je ne saurais pas vous dire. Ok, merci. Il y a une question un peu plus politique ou macroéconomique de Patrick sur le contexte économique en Espagne. Alors, on en a pas parlé au début avec le marché. Si tu as d'autres éléments pour compléter. Oui, alors, c'est marrant parce que l'Espagne a vécu quasiment 3 ans d'instabilité budgétaire, puisqu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pendant 2-3 ans. Pour autant, l'Espagne, et on voit encore que le FMI a relevé la prévision de croissance aujourd'hui de l'Espagne pour 2025 à 2,9%. Donc, il y a une grande stabilité politique et surtout fiscale en Espagne. Donc, ça ne bouge pas tous les 4 matins. Et surtout, ce n'est pas à effet rétroactif. Je crois qu'on est un des seuls pays à avoir des lois fiscales à effet rétroactif. Donc, on bénéficie d'un traitement plutôt intéressant avec une dynamique, que ce soit au niveau national, la carence de logement, la carence de production de logement pousse le gouvernement central à essayer de libérer pas mal de foncier. Pour donner un ordre d'idée, Alicante en tant que ville, il n'y a plus un seul terrain constructible. Donc, effectivement, les développements se propagent sur les zones extérieures à la ville d'Alicante, comme Mutxamiel. Mais le gouvernement central essaie de pousser les régions et les provinces à faire sortir et à faire évoluer la qualification urbanistique de terrain pour que les opérateurs puissent développer des terrains.
quand on a rencontré l'élu à l'urbanisme de Moutier-Miel, c'était assez flagrant de voir la différence entre les discussions qu'on peut avoir sur des mairies, alors je fais référence à la mairie de Bordeaux ou la mairie de Lège-Cap-Ferré ou d'Arcachon pour moi, mais là on était devant un élu à l'urbanisme qui nous disait que en fait il remerciait les investisseurs genre promoteurs de venir investir dans leur ville et qu'ils voyaient d'un très bon œil l'avènement des écuves qui leur facilitait le travail et donc qui donnent une priorité sans passe-droit, hein, mais qui donne une priorité à l'instruction des permis de construire qui sont présentés par les écuves. Donc il y a une prise de conscience réelle des élus locaux, mais aussi du gouvernement central sur le besoin absolu de construction de logements, pour une partie de logements sociaux, hein, ou BPO, qui doivent couvrir une partie de la population, et puis l'accession libre tel qu'il est proposé dans ce projet. Il y a une question, Bertrand, intéressante de Patrick sur l'environnement autour de la parcelle. Tu disais au départ, je vais remettre la photo, mais il y avait pas mal de construction tout autour. L'étude de Deloitte fait un comparable un peu des programmes environnants. Est-ce que tu as des informations sur les autres programmes autour? Alors, je vois pas la question en entier. On peut voir en zone 1 plusieurs programmes adjacents qui sont terminés, tout à fait comparables. Alors, c'est Patrick qui pose la question. Tous les projets qui sont construits et livrés sont vendus. Il n'y a pas de stock de vente sur les projets livrés. Là, aujourd'hui, si on doit faire une analyse comparative de prix, c'est assez compliqué parce que si vous baladez sur les sites de vente et le site qui couvre à peu près 90% du marché espagnol, c'est Idealista. Si vous allez sur Idealista, vous verrez qu'il y a des prix au mètre carré qui sont annoncés et qui sont absolument incroyables. C'est-à-dire que vous allez acheter à 1500 ou 1800 euros du mètre carré une maison neuve. Attention à ça, les professionnels de l'immobilier ne sont pas soumis à ce que nous, on a comme loi Carrez, par exemple. Donc, en fait, certains promoteurs intègrent dans le prix au mètre carré les terrasses, les entrées de garage, le toit terrasse, et ils arrivent avec des surfaces de construction prétendument de 500 ou 600 mètres carrés. Donc, ça fait baisser le prix au mètre carré. Attention à comparer ce qui est comparable. Là, ici, on est plutôt sur des prix plafonds par unité foncière, c'est-à-dire un produit de 150 mètres carrés qui est en T4 ou T5, quel est le prix maximum auquel il pourrait se vendre dans la zone de Moutier-Miel. Nous, on est résolument sur une fourchette haute de ce marché, mais on s'adresse à une population qui est différente. Vous avez un produit qui est concurrent, qui est fait par un promoteur local, Almajes, qui propose des produits qui sont positionnés plus bas de gamme, qui sont un peu moins chers, mais on ne répond pas aux mêmes demandes. Donc là, on a en face de nous des acquéreurs qui souvent nous disent en fait, on aime beaucoup le design. Ça change de ce qu'on nous propose par ailleurs. On a aussi un marketing qui est un petit peu différent et une approche qui est un petit peu différente. Typiquement, vous voyez sur ces photos, vous avez des cuisines là qui sont intégrées dans le design et qui sont intégrées dans le prix de vente. Sur les promotions, en règle générale en Espagne, vous n'avez pas de cuisine. Ou alors c'est des cuisines comme on faisait nous avec des blocs cuisine inox, mais en règle générale, ce sont des options. Là, c'est totalement intégré, y compris four et frigo. Donc, on a un positionnement prix qui pourrait apparaître comme étant légèrement haut, mais finalement, quand on analyse le prix, les mètres carrés et les prestations, on est largement sur un prix de marché. Moi, je vais juste rebondir sur
le commentaire de Olivier, et pour répondre à Patrick et à Didier également, la diversification en Espagne n'est pas incompatible avec le suivi des projets. Et donc, je vous réaffirme que Baltis est 100% engagé sur le suivi des opérations qui présentent aujourd'hui des difficultés. Et que, comme habituellement, on le sait, chez Baltis, on a une proximité qui est très aujourd'hui confirmée. Je suis toujours disponible à faire des points sur l'avancement des différentes opérations. Mais comme l'a souligné Olivier, ce n'est pas le lieu ni l'endroit. Mais par contre, mon numéro de téléphone n'a pas changé et l'adresse mail est toujours disponible. Donc, je serais ravie d'échanger, Olivier, s'il y a besoin de faire un état des lieux sur les projets en difficulté, Didier et Patrick également. Voilà. Top, merci. Moi, je vois que le temps a bien filé, c'est déjà 18h03. Juste pour conclure, et puis Bertrand, je te laisserai un peu le mot de la fin, mais moi, je voulais juste réaffirmer pourquoi, effectivement, on était ravis de t'accompagner sur tous les atouts du projet, hein, au-delà du fait de ton expérience, ton expertise depuis de nombreuses années sur le sujet. On est aussi convaincu qu'Alicante est vraiment une zone avec une grosse croissance et un gros potentiel. Et on le voit déjà avec près de 45%. Alors même si tout n'est pas signé, 45% de pré-commercialisation sur les maisons, c'est une offre qui est assez différenciante. On le voit un petit peu sur la photo, et si vous tapez Alicante sur Google, il y a quand même beaucoup de barres d'immeubles, pas forcément très jolies. Donc là, c'est vrai que le fait d'avoir des maisons design jolies avec une piscine, un jardin, un parking, c'est une offre qui est finalement assez rare dans la région. Donc ça, c'est un point aussi important à être souligné. Le fait que Deloitte ait accompagné le projet dans sa phase d'audit et d'analyse sur l'urbanisme, sur les travaux, sur la profondeur du marché, c'est aussi un point qui est très important et qui est rassurant sur ce projet-là. Et enfin, le fait d'avoir Raphaël, donc, qui devait peut-être nous rejoindre et qui n'a peut-être pas réussi à se connecter, mais l'architecte du projet qui est aussi associé. Je trouve que c'est un point important parce que l'opération s'intègre bien dans le paysage d'Alicante et de cette région-là. Donc nous, on est très content de t'accompagner sur cette opération. On est très confiant aussi sur le fait qu'elle aboutisse rapidement et dans les conditions qu'on a évoquées. Et comme disait Mariama, l'opération ouvre officiellement jeudi matin, avec une date d'acquisition du foncier qui va vite venir, hein, parce qu'elle est fixée à fin octobre, début novembre. Donc il va falloir qu'on soit tous assez réactifs pour tenir les délais, mais en tout cas, on est bien convaincus que toute l'équipe et tout l'environnement autour de toi, avec Deloitte, le marché, ton expertise, avec Raphaël, va participer au fait que la mayonnaise prenne et que ce soit un très beau projet, quoi. Oui, tout à fait. On est absolument convaincu du projet qu'on lance et de l'opportunité que représente Alicante. Moi, ça fait 30 ans que j'ai une connexion directe avec Alicante et pour y avoir de la famille et y avoir passé quand même pas mal de temps. Ma fille y est née et y a grandi, pour être très précis. Raphaël est d'Alicante. Donc, on a une connaissance plutôt précise du marché. Pour autant, ça ne nous a pas empêché de nous entourer du meilleur cabinet d'avocats sur la construction d'Alicante, qui est Sanchez Botron. C'est le plus gros et c'est le cabinet d'avocats des plus gros promoteurs de la zone. On est accompagné par Deloitte. On a finalement environné ça dans un cercle très très professionnel. Donc, nous, on est convaincus, on souhaite vous avoir convaincus et on souhaite pouvoir vous amener à regarder l'immobilier espagnol avec une nouvelle forme et sur ce magnifique projet qu'on va s'employer à mener à bon port dans les 24 mois qui viennent. Et il reste encore quelques villas à vendre pour l'instant, donc n'hésitez pas à vous Effectivement. manifester si besoin, quoi. Je parlais de rentabilité locative sur des contrats long terme, mais si jamais ça intéresse quelqu'un, qui n'hésite pas à nous appeler. En plus, il y aura une petite réduction puisqu'il n'y aura pas d'agent d'intermédiaire. Mais oui, si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas. Il y a bien évidemment aucun problème. Ça marche. Merci Bertrand. Pour ceux qui sont arrivés en cours Merci de à vous route, tous. sachez que le webinaire a été enregistré, donc vous recevrez tout de suite un lien vers le replay si vous voulez reprendre du début. Les slides, c'est un condensé de ce qui est déjà en ligne sur le site. Donc vous avez toute la présentation du projet
le BP, les visuels, le schéma d'intervention, etc. Donc, tout est déjà en ligne. Et je rappelle, du coup, la collecte ouvre jeudi. Et Patrick, une villa offerte au premier souscripteur. Non, je suis désolé. Sinon, je ne pourrais pas vous payer les intérêts. Ça marche. Bon, Bertrand, bravo encore d'avoir monté ce projet. Et merci pour ta disponibilité et ta présence aujourd'hui. Et rendez-vous, je dis à tout le monde, rendez-vous très bientôt pour l'ouverture. Avec grand plaisir. Et puis qui sait, peut-être à Alicante sur le projet un jour. Avec grand Merci, plaisir. Ça marche. merci de votre Merci confiance à tous. Merci Au revoir. et bonne soirée.